Bienvenue à tous pour ce meet-up sur lequel on va discuter un peu des aides publiques et comment est-ce qu'on peut financer vos projets IT. C'est donc Clémence Guillaume qui va nous éclairer avec ses plus de 10 ans d'expérience en tant que responsable de mission financement d'innovation pour Sogedep, qui est une société spécialisée dans le financement public de secteur informatique. N'hésitez pas en fait à poser vos questions sur le petit onglet à droite Q&A que vous voyez. L'idée c'est que on va essayer de rendre vivante cette présentation en intégrant en fait des questions au fur et à mesure que vous les posez, sauf si elles sont plus globales. Et dans ce cas-là, on les gardera pour la fin de la session où il y aura également la possibilité de poser des questions. Donc voilà, Et, écoutez, vas-y Clémence. Ouais. et voilà, bonjour à tous, merci Nicolas pour la présentation. Et pour certaines des questions qui nécessiteraient, je rajouterai des réponses un petit peu plus compliquées, je les noterai et vous aurez le PowerPoint de formation, de présentation que je vais vous montrer tout à l'heure. Et dedans, j'inclurai justement les réponses à vos questions potentiellement un petit peu plus compliquées ou qui se répètent souvent. Donc, j'ai partagé mon écran. Et je vais disparaître et je réapparaîtrai pour poser des questions. D'accord, merci Nicolas. On va aller dans le vif du sujet assez rapidement. Donc déjà vous présenter un peu les financeurs publics de l'innovation qu'on rencontre régulièrement. BPI France, bon celui-là, je pense que tout le monde le connaît, les différentes régions de France, le CNC, l'ADEME, les différents ministères. Il faut savoir que les ministères organisent régulièrement des appels à projets qui peuvent inclure des dimensions dans l'IT. Je pensais au ministère de la Culture, là, dernièrement, qui avait lancé un appel à projet sur de la billetterie automatique. Et évidemment, les aides européennes avec Horizon Europe qui remplace le H2020 depuis cette année. France Relance, c'est un peu au milieu de tout ça, puisque c'est une grosse enveloppe qui peut être gérée soit par les régions, soit par BPI France, soit par l'ADEME, etc. Le point commun à tous ces financeurs, c'est que ce sont des financeurs investisseurs. Ils investissent autant qu'ils vous donnent de l'argent. Du coup, les aides à la recherche, au développement et à l'innovation qu'ils allouent relèvent de réglementations européennes. J'ai mis quelques références en bas de diapo qui sont cliquables. Ça explique les prérequis que je vais vous décrire après, qui sont validés par ces financeurs avant même l'analyse du dossier. C'est très important de respecter donc ces principaux prérequis avant même de regarder le dossier. Donc les premiers prérequis, c'est le montant de vos fonds propres et quasi-fonds propres qui doivent être au moins égal au montant d'aide que vous voulez demander. On se base sur la dernière liasse éditée, éventuellement le dernier PV d'AG si vous avez eu la chance de pouvoir lever des fonds. Il faut que vous ayez une situation financière saine, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en difficulté au sens communautaire à la clôture. Il y a quelques exceptions sur des aides appels à projets récents qui ont autorisé potentiellement une difficulté due au Covid, donc uniquement sur les clôtures après le 31/12/2019. Et enfin, il faut démontrer factuellement comment les résultats du projet que vous voulez présenter vont apporter de la nouveauté à la clientèle ciblée et des éléments différenciants pour votre société par rapport à ses concurrents, avec évidemment adéquation des moyens financiers, humains et techniques. Ensuite, beaucoup d'aides sont disponibles. Il y en a tellement, il y en a même régulièrement qui sortent encore. Ce matin, j'en ai encore vu une autre qui est sortie qui pourrait vous intéresser, parce que j'ai quand même listé à la fin quelques exemples d'aides pour vous les illustrer. Les aides sont catégorisées, on va dire, par budget. Sur les petits budgets inférieurs à 100 000 €, on est sur des aides au fil de l'eau généralement. Donc le PIA quand on est sur Paris, la bourse French Tech, InnovUp éventuellement. Il y a bien le concours iLab pour les entreprises majoritairement issues de la recherche publique, malgré tout. Ensuite, on a les aides au développement de l'innovation, les prêts R&D innovation, les InnovUp, les concours, les prêts avec le FEI sur des enveloppes budgétaires comprises entre 100 000 € et 3 millions d'euros. À partir de 2 à 4 millions d'euros, on a les nouveaux appels à projets France 2030 organisés dans le cadre du PIA 4. Je pense que vous avez beaucoup vu passer, il y a beaucoup d'annonces sur LinkedIn en ce moment sur ces appels à projets qui sont très intéressants, mais donc qui sont réservés à des projets dont le budget est minimum de 2 millions d'euros. Et au-delà, quand on arrive à plus de 3 à 7, 8 millions d'euros,
On est sur les projets collaboratifs, donc les PSPC régions, les PIAV et encore au-delà de 7-8 millions d'euros, là, on passe en PSPC tout court, j'ai envie de dire, et Horizon Europe, donc souvent des projets plutôt collaboratifs, à l'exception de l'EIC Accelerator. J'ai mis tout en bas. Alors, tout ça, c'est lié aussi à des échelles TRL. TRL, c'est l'avancée de votre projet. Généralement, quand on est sur des enveloppes plus petites, en dessous de 100 000 euros, on est sur des TRL plutôt faibles. Donc, plutôt, typiquement, des phases que vous auriez valorisées dans du crédit d'impôt recherche, pour faire un parallèle un peu avec tout ça. Sur les enveloppes un peu plus élevées, on est sur des avancées de projet, sur du développement à proprement parler. Vous avez levé les verrous, je dirais, à l'échelle du laboratoire. Alors, ce n'est pas une très bonne expression dans le numérique, mais on va dire à l'échelle théorique ou du démonstrateur, du petit démonstrateur. Et ensuite, TRL 5 à 7, c'est que là, vous êtes juste avant la commercialisation. Donc, il y a des liens aussi pour expliquer un peu ces histoires d'échelle TRL qui sont très, très utilisées sur les derniers appels à projets et les aides européennes notamment. Et enfin, tout en bas, vous avez différents liens cliquables aussi sur des appels à projets de la DGE, des ministères, de BPI France, etc. Pour demander ces aides, on doit constituer un dossier de demande qui comprend la présentation du demandeur, la présentation du projet et ensuite les prévisionnels financiers et le budget du projet. Sur la présentation du demandeur, sauf mention express, on est environ sur 5-10 pages à peu près à rédiger. Il ne faut pas forcément faire tellement plus. Qui a fondé l'entreprise? Quel est l'actionnariat? L'activité principale et les activités principales et secondaires, les marchés, les clients cibles. Quel est le positionnement concurrentiel? Ça, c'est un élément qu'il faut beaucoup, beaucoup creuser, bien détaillé. Les modèles économiques LCA générés, la stratégie de développement à moyen et court terme. Ensuite, on présente le projet. Là, on est plutôt sur 10-15 pages. L'objectif technique, les verrous à lever, le développement, les résultats attendus. Attention, il y a quelque chose que très souvent est un peu le parent pauvre des dossiers, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle et réglementation. Dans les canevas de demande de financement de BPI France, souvent, cette section-là, elle est très peu remplie. Il faut faire attention, ça dépend évidemment de l'activité et du projet que vous défendez, mais l'aspect réglementaire sur certaines activités de services innovants issus du développement IT est souvent un parent pauvre à tort et ça peut être un vrai frein, un blocage pour la sortie économique de votre projet. Donc, c'est important de montrer dans le dossier que vous l'avez anticipé. C'est pareil, je vous ai mis un exemple de dossier de candidature que vous pourrez retrouver sur le site de BPI France, tout bêtement. Ensuite, le prévisionnel financier qui pèse, je dirais, le même poids que la présentation de la société et du projet. On monte le budget du projet. Dedans, les dépenses classiques qu'on voit, c'est à peu près tout le temps ce genre de dépenses que vous verrez, que ce soit dans les aides du ministère, de BPI, de l'ADEME, etc. On a les salaires chargés des ingés et tech. Les profils mixtes, c'est-à-dire technico-commercial, etc., on peut les valoriser, mais les purs profils commerciaux, par exemple, ou non techniques, on ne les valorisera pas. Le matériel amorti et les consommables, donc la petite différence, par exemple, par rapport au CIR ou au C2I, c'est qu'ici, on peut intégrer le consommable, donc je vous invite à le faire, justement, là, quand vous construisez votre budget. Sur justificatif, toutes les dépenses externes, donc la propriété intellectuelle et réglementation, tout ce qui est sous-traitance. Attention, c'est souvent plafonné à un tiers du budget total présenté. Il y a une petite coquille que je corrigerai dans beaucoup, beaucoup d'aides. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, j'allais le dire Euh, exactement. Il y a une question voilà, qui est de voilà, combien combien d'aides publiques on peut cumuler? cumuler? Alors, c'était l'objet de la slide un peu plus loin, mais c'est pas grave. On peut, sur une même assiette de dépenses, sur un même budget, vous avez le droit à une aide. Vous n'aurez pas le droit d'avoir 2 aides pour une même assiette de dépenses. Ça, c'est une première chose. Maintenant, mettons que vous ayez 2 projets différents. Dès lors que les montants d'aide pour chacun des projets que vous demandez ne dépassent pas en cumulé le montant de vos fonds propres, vous pouvez. Si par exemple, vous avez 100 000 euros de fonds propres, un premier projet, vous demandez 30 000 euros d'aide et un deuxième projet, vous demandez 70 000 euros d'aide, c'est bon, avec des assiettes de dépenses bien différentes. En revanche, si vous avez toujours 100 000 euros de fonds propres, mais que vous demandez d'un côté 90 000 et de l'autre 90 000 à nouveau, ce n'est pas bon. Le montant des deux demandes
les 2 aides que vous demandez est supérieur au montant de vos fonds propres. Du coup, pour en revenir aux éléments constitutifs d'une demande, notamment sur le financier, une fois qu'on a construit son budget, on a une assiette globale donc du coût de votre projet, qu'est-ce qu'il représente. Le financement, on le verra plus tard, représente un pourcentage de cette assiette que vous présentez. Et à côté, il faut y joindre le prévisionnel financier avec le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel généralement sur l'exercice en cours et les 2 suivants. Alors attention, parce que plus vous allez sur des grosses aides, sur des aides qui peuvent financer des longues durées, je pense à l'appel à projet AIDEMO notamment, là, qui est en cours, qui peut financer jusqu'à 60 mois de développement. Là, on vous demande 5 ans. Les aides européennes, on vous demande 5 ans souvent. Pas tout le temps, mais souvent. C'est un exercice qu'on vous invite, je pense que tout le monde a dû vous le dire, de le faire régulièrement, mettre à jour, etc. En vrai, vous êtes pris par votre activité, vous ne le faites pas forcément au fur et à mesure et ça se comprend. Mais au moment de faire cette demande de financement, mettez bien à plat les choses parce que c'est vraiment quelque chose que les gens de chez BPI ou de l'ADEME vont aller analyser. Ensuite, le plan de trésorerie sur 12 mois. Différents en même temps. Alors ça, j'y réponds. Je finis ma présentation et je répondrai à la question après parce que la réponse n'est pas forcément simple. Donc, on prend soin de représenter des chiffres globaux, à la fois sur l'ensemble de l'activité, mais aussi les chiffres, on va dire, qui sont générés par le projet tout seul. Parce que ce qui est important, c'est de dire, voilà, bon, bah, mon entreprise, elle est en croissance, j'estime qu'elle va être en croissance sur les 3 prochaines années. Et cette croissance est notamment portée par le projet pour lequel je viens de chercher et solliciter auprès de vous un financement. Donc, c'est important de montrer justement comment le projet tout seul pousse la croissance de l'entreprise. Il y a des éléments administratifs et juridiques à fournir, le CABIS, PV d'AG, copie, etc. Et ensuite, en bonus, le pitch deck, donc une dizaine de slides que je vous suggère de présenter parce que souvent, c'est un support d'échange avec le chargé d'affaires qui s'occupe de votre dossier auprès de l'organisme financeur, chez BPI France par exemple. Tout ça pour dire, est-ce judicieux, pour répondre à la question, est-ce judicieux de monter plusieurs dossiers d'aide publique différents en même temps? Alors, sur un même projet, essayer plusieurs aides différentes en fonction de l'avancement du projet, je dirais que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ce n'est pas facile. En monter plus que 2 ou 3, ça me paraît très compliqué. Vous allez vous arracher les cheveux parce que chaque aide a notamment ses petites spécificités de présentation. Il va falloir ajuster. Ensuite, suivant au moment auquel vous postulez, il faut savoir que les assiettes là, que vous présentez, elles ne peuvent démarrer qu'à posteriori du moment où vous avez postulé à l'aide. Donc, si vous postulez un mois d'écart à plein d'aides, il faudra réajuster à chaque fois votre budget, sauf si vous avez planifié qu'il démarre au moins dans 6 mois à partir du moment où vous déposez. Donc, si vous avez par contre des projets différents, oui, je pense qu'effectivement, aller chercher, et sous réserve de respecter ce que je disais un peu avant au niveau des fonds propres, oui, vous irez sûrement chercher plusieurs aides en même temps. De qui m'entourer en interne pour monter mon dossier d'aide publique? De votre DAF ou comptable pour le prévisionnel financier, de vous pour le projet, la partie rédaction du projet, du président si ce n'est pas la même personne que vous, pour la partie, on va dire, présentation de la société. Et là, on aura un trio qui devrait monter un bon dossier en interne pour ça. Certaines formes juridiques interdisent-elles certaines subventions ou au contraire, certaines sont-elles réservées à telle ou telle forme? Alors, normalement, non. Je sais qu'il y a le cas toujours un petit peu particulier des associations. Il faut qu'elles soient à but lucratif. C'est un cas un peu particulier qui n'est pas tout le temps concerné par les aides et appels à projets là, dont je parle depuis tout à l'heure. Par contre, sur je dirais les structures SA, SAS, SARL, les classiques, non, il n'y a pas de restriction. On peut aller à peu près sur toute forme d'entreprise. Et depuis, je dirais, le Covid, là où avant, beaucoup d'aides au fil de l'eau étaient réservées aux PME, aux sources communautaires, maintenant, il y en a beaucoup qui ont été ouvertes aux ETI aussi, ce qui est quand même intéressant. Et sur tous les appels à projets là, qu'on voit depuis de France 2030 notamment, elles sont même ouvertes aux grands groupes. C'est juste que le taux de financement en fonction de la taille de l'entreprise est inférieur. Donc, l'association, c'est bizarre. Après, si la forme juridique, on parle vraiment que SA, SARL, etc., non, il n'y a pas de contre-indication.
Donc pour reprendre la suite, concrètement, quand vous présentez la société et votre projet, c'est la pros cette présentation doit être claire, cohérente, crédible. Heu, est-ce que le positionnement alors attendez, je vais finir ma présentation et je répondrai à la question après. On pourrait peut-être même éventuellement la poser à C'est la fin, c'est c'est pas c'est de souci. toujours, on a envie de répondre tout c'est ma faute, j'ai envie de Je vois répondre ça tout de Clémence, je suite, vois ça, je vois ça. Quelle mais énergie. voilà, Nicolas, je vais te laisser m'interrompre, ce sera plus facile. OK. J'ai inventé un projet avec une société, n'importe quoi, c'est complètement inventé, mais voilà, le but, c'est de dire: «La société a été créée telle date par monsieur Martin, architecte, en activité depuis 10 ans, monsieur Dupont, développeur CAO, monsieur Durand, promoteur agent immobilier, a pour activité principale l'intermédiation entre promoteur, architecte et client, basée sur un modèle de vente». Voilà, ça, c'est un résumé, c'est pitché en une slide un peu l'essentiel. Ma société, d'où elle vient, comment elle fonctionne, où elle va, quel est son projet de développement pour aller là où elle veut aller et comment ce projet va la différencier de ses concurrents. Ça, c'est important de pouvoir être capable de présenter votre projet de cette manière-là très rapidement parce que souvent, ce que je vous conseille de faire quand vous montez ces demandes de financement, c'est d'appeler. Il y a des contacts en bas des fiches de BPI, et cetera. Vous avez peut-être un chargé d'affaires BPI France déjà. Appelez-le, présentez-lui le projet. Il faut que ce soit percutant. Donc en une slide, j'ai envie de dire, il faut pouvoir avoir résumé l'essentiel. C'est pas évident, mais bon. Il faut faire aussi attention aux éléments de langage et aux formulations de type: «Je suis le Airbnb de tel marché» ou «l'Uber du marché du». Parce que là, on va se poser l'originalité de votre solution. Si vous copiez le modèle de fonctionnement ou économique ou je ne sais, d'un concurrent pour l'appliquer à un autre marché, elle est où votre innovation? Il ne faut pas confondre nouveauté et innovation. Vous pouvez faire quelque chose de nouveau pour un marché, ça c'est pas pour autant une innovation, parce que l'innovation qui a conduit à proposer soit un service original, soit une organisation originale a déjà été proposée dans le cadre d'un autre marché. Donc il faut faire attention à ça. Alors, je vais quand même répondre Une à petite question, oui, j'allais dire, j'ai interpellé une voilà, petite question merci de Nico. Tristan, Clémence, qui se demande si justement est-ce que le positionnement de certains actionnaires peuvent être bloquants en fait? Et il cite par exemple une société de holding actionnaire de la société porteuse du projet. Alors, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Par contre, clairement, le BPI, alors je parle souvent de BPI, mais les autres financeurs, c'est pareil, hein. On va regarder quand même l'ensemble du groupe qui postule derrière l'entreprise qui vient postuler à l'aide. Donc, c'est sûr que si l'entreprise, je vais donner un exemple où ça peut être bloquant. C'est pas la nature de l'entreprise en elle-même qui a au-dessus de la société qui demande ou à côté d'ailleurs, c'est sa santé financière. Si la holding au-dessus est dans une situation financière catastrophique, ça peut être un point bloquant parce qu'on va regarder finalement l'entreprise dans sa globalité, heu, au sens entreprise unique, au sens communautaire, c'est-à-dire en consolidant. Donc une holding qui serait en très, 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 très mauvaise santé financière, même si sa fille est en santé financière, on va dire correcte, au moins pour aller demander l'aide, ça peut être bloquant. Après, que vous ayez un capital risqueur, dans vos par dans à l'actionnariat, c'est pas gênant. Ce qui peut être gênant, le seul cas de figure où j'ai vu un cas un peu gênant, c'est le cas d'une, récente société d'investissement créée par exemple, un Vinci, un Renault et cetera, qui n'est pas encore agréée par l'AMF. Ça, BPI n'aime pas trop, il faut le savoir. Mais c'est des cas très, très, très particuliers. C'est la seule fois où j'ai vu BPI tiquer sur, le financement. Pour le reste, si tout le monde se porte bien, quelle que soit la nature de l'actionnaire en haut, il y a pas de raison que ce soit bloquant. Il y a un autre cas où c'est bloquant malgré tout, c'est quand, l'actionnaire, la société principale est étrangère. Il faut bien se poser la question de qui détient la propriété intellectuelle et qui va bénéficier des résultats du projet. Le petit montage juridique qui consiste à ma société, on va dire, cœur d'activité, elle est aux États-Unis et hop, je crée une filiale R&D en France pour pouvoir bénéficier d'aides publiques. Mais à la fin, c'est la société américaine qui vend, qui détient l'API sur les résultats. Ça ne marchera pas. Alors, je dis américain, ça peut être un autre pays, hein. Ça ne marchera pas parce que, assez logiquement, les financeurs veulent financer de la propriété intellectuelle française, des retombées économiques et en termes de ressources humaines de recrutement en France. Quelque part, il y a une certaine logique. Donc voilà. Ensuite,
Maintenant qu'on a parlé un peu du montage du dossier, des prérequis, le financement, c'est quand même ça qu'on va chercher. Alors, comme je le disais en réponse à une question précédente, on a 1 € de dépense, une aide. On ne peut pas cumuler plusieurs aides publiques différentes donc sur une même assiette de dépenses. Donc un même projet aura une seule aide avec son assiette bien définie. Donc on ne peut pas dire ça c'est important, ce que j'ai très, 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 très souvent entendu, dire: «J'ai 30 de mon projet qui est subventionné par BPI France, super, les 70 qui restent, je vais aller, faire du CIR et du C2I dessus». Ça ne marche pas. Parce que l'aide que vous avez eue, le montant d'aide que vous avez eu, grâce à BPI France, il finance des dépenses potentiellement que vous mettez dans le CIR C2I déjà, notamment les dépenses de personnel, hein. C'est souvent le point commun dans les assiettes de dépenses entre BPI, on va dire, d'un côté et CIR C2I de l'autre. Vous ne pouvez pas gagner à tous les tableaux. Le montant d'aide qui finance les frais de personnel grâce à BPI France, il va venir en déduction de l'assiette des dépenses du CIR et C2I. Les formes d'aide, classiquement, on est sur de la subvention, de l'avance récupérable, un mix subvention-avance récupérable et du prêt à taux réduit. Là, je ne parle pas des récentes mises à jour des aides européennes qui font un mélange de subventions et d'equity deal. Ça, c'est un sujet à part. Ils viennent d'expérimenter cette forme de financement sur toute l'année 2021. Ils vont le pérenniser pour 2022, mais les modalités de pérennisation ne sont pas encore définies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle pas. Donc, les mix, pourquoi est-ce que vous avez des fois des subventions, des fois des avances, des fois des prêts? Comment BPI choisit un peu tout ça? Les subventions et les mix subventions et avances récupérables, généralement, ils sont réservés aux projets d'innovation dont le degré d'innovation est élevé. On est plutôt proche d'une innovation de rupture, qui sont et ou porteurs d'un risque technologique avéré, fort et incertain. Bon, là, ça vous concerne moins, mais typiquement, les pharma, les biotech répondent plus à ce genre de critères. Et ensuite, qui sont en phase de faisabilité technique. C'est pour ça que les faisabilité, si vous en avez entendu parler, sont sous forme de subvention. Ensuite, les avances et les prêts financent plutôt des projets d'innovation incrémentale et porteurs d'un risque technologique, on va dire, limité ou contrôlé. Je ne veux pas dire qu'il est nul, mais je veux dire qu'il y a plus de contrôle ou de limitation de l'impact de ce risque sur la finalité du projet que dans le cadre, par exemple, des biotech. Et où on est sur des phases de pré-industrialisation ou de projets de développement assez avancés. Pour les taux de financement, alors ça, c'est fixé en fait au niveau européen. On en revient à cette histoire de réglementation européenne dont je vous parlais au début. Sur la recherche industrielle ou les études de faisabilité, voilà, je donne des taux. Évidemment, les plus grands groupes, plus vous êtes gros, plus les taux sont faibles pour une même phase d'étude. Et vous pouvez, des fois, sur certains appels à projets, on va vous demander de découper votre budget justement en fonction des phases que vous voulez défendre. Vous avez un projet avec d'abord une phase de recherche industrielle, ensuite du développement expérimental et pour terminer, de l'efficacité énergétique et environnementale. Il y a un appel à projet pour le numérique qui est sorti pile dans ce domaine-là. Vous allez découper votre budget en 3 et en fonction, vous aurez un taux de financement qui est un peu mixte. Si vous êtes une entreprise moyenne, donc moins de 250 personnes et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, la première phase de votre assiette, elle sera financée à 60%, la deuxième à 35% et la dernière à 40%. Là, je vous donne quelques exemples d'appels à projets qui sont fléchés sur l'IT. J'ai le temps que je fasse cette slide, il y en a encore 3 qui sont sortis. En ce moment, il faut vraiment surveiller, il y en a beaucoup qui sortent et quand je vous dis de beaucoup surveiller, c'est que malheureusement, il y en a certains qui sont consommés très vite. Je pense aux appels à projets en cybersécurité qui étaient organisés fin 2021. Il y en a un sur les 3, je crois qu'au bout de 15 jours, ils avaient tellement de demandes sur lesquels ils étaient OK pour poursuivre et voir des financements, qu'ils avaient déjà épuisé les fonds. Donc ça peut sur certains, ça peut aller très, très vite. Surtout que la cybersécurité étant pas forcément le plus facilement défendable quand on regarde le CIR ou le C2I, justement, c'est le moment d'y aller quand il y a des appels à projets qui sortent dessus. Heu, Quelles sont les meilleures sources d'informations pour connaître les nouveaux AP? Alors, LinkedIn, c'est pas mal. Il faut suivre un peu le France Relance, ce genre de choses, ça c'est pas mal. BPI, c'est bien. C'est très difficile parce qu'en fait,
Moi, ça, c'est un exercice de veille qu'on fait en permanence chez Sogedev et qui est pas simple parce que ça sort par des canaux différents, en fait, les appels à projets, quand c'est l'ADEME, quand c'est BPI, et cetera. Donc, je dirais LinkedIn est pas mal. Si vous êtes, lié à un comment on appelle ça? Un pôle de compétitivité, les pôles de compétitivité sont des sources précieuses d'informations à ce sujet-là. Votre chargé d'affaires BPI, appelez-le, bichonnez-le tous les ans. Là, c'est la nouvelle année. On est encore le 13 janvier. C'est le moment encore de l'appeler, de lui souhaiter bonne année pour voir s'il n'aurait pas des aides à vous suggérer. C'est important. Et après, je vous dis, c'est un vrai travail qu'on fait vraiment régulièrement à Sogedev et ça fait partie de notre job intégrant. On a une deuxième question, Clémence, qui justement demande si on peut cumuler des aides publiques françaises et étrangères, européennes peut-être. Alors ça, c'est une réponse, c'est encore une fois, ça va pas être simple comme réponse. Aujourd'hui, encore une fois, si on joue le jeu de j'ai 2 assiettes de dépenses différentes, j'ai 2 projets différents, oui, pourquoi pas. Vous avez un même projet, et vous souhaitez notamment au niveau européen, avec une filiale peut-être en Allemagne, en Italie, je ne sais pas, faire financer à la fois avec, un CIR peut-être, allemand et un CIR français. Alors j'utilise le CIR, mais ça peut être autre chose, hein. Pour le moment, normalement, on n'est pas censé, mais il n'y a pas vraiment de moyen de contrôle. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle réglementation qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle, je crois, DACSIS, où il va falloir vérifier justement qu'une même aide, une même assiette de dépenses n'est pas doublement financée par différents dispositifs au niveau européen. Au niveau en dehors de l'Europe, là honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Je ne vais pas dire de bêtises. Je sais qu'on peut cumuler aide publique et aide privée. Mais alors de là, par exemple, si c'est une aide, en Afrique ou en Asie, je pourrais pas vous le dire. A priori, je pense que c'est compliqué de toute façon. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Si c'est bon, je vais continuer donc la présentation. Là, j'ai mis beaucoup de alors, j'en ai enlevé un parce que la date de clôture, c'était au 14 janvier, donc je me suis dit que c'était un peu short quand même. Mais voilà, là, je les ai mis à peu près dans l'ordre, on va dire, chronologique. Il y en a d'autres qui sont encore en train de sortir, comme je disais. Là, ce matin, il y en avait un justement sur le verdissement, du numérique qui vient tout juste de sortir. C'est un appel à manifestation d'intérêt, pour le moment, pas encore un appel à projet. La différence entre les 2, c'est que l'appel à manifestation d'intérêt, il vise déjà à se dire: «OK, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont sur ce secteur-là, qui ont des projets dans ce secteur-là?» Il y a un premier bout de financement qui est fourni et souvent, si l'AMI a eu du succès, après, il y a un appel à projet un peu plus conséquent qui est organisé pour aller financer justement un peu plus loin, un peu mieux. Donc, restez pas limité dans votre recherche par mots-clés à informatique, IT ou et cetera parce que, les solutions et technologies innovantes pour les batteries, dedans, il y a des notions de numérique très importantes. Si vous travaillez en collaboration avec quelqu'un d'autre, vous pouvez peut-être rentrer dedans. L'appel à projet AI-Démo, rien vous dit avec un nom pareil que c'est celui-là, il est générique en fait. Donc vous pouvez y aller aussi. Il y en a d'autres, bien évidemment, les dispositifs médicaux numériques à base d'intelligence artificielle. Si vous êtes dans l'intelligence artificielle pour ce genre de dispositif, tout de suite, vous allez le voir. Mais c'est vrai que c'est pas simple, donc ça nécessite vraiment de regarder. Alors, j'ai envie de dire, je vais me lancer des fleurs, soit de travailler avec des entreprises comme nous, soit vraiment de bien garder contact avec votre chargé d'affaires BPI France ou ADEME, si pour certains d'entre vous, vous avez travaillé avec l'ADEME. Les pôles de compétitivité, le réseau de manière générale et LinkedIn aussi. C'est pour ça que dans cette présentation, je vous ai mis des liens qui renvoient à des pages qui normalement se mettent à jour avec les appels à projets. Je ne vous prétends pas être exhaustif, parce que comme je vous le dis, c'est compliqué même pour un métier comme le mien, mais au moins vous aurez une ressource à compulser de temps en temps pour aller voir s'il y a des appels à projets. Tombez pas dans la recherche, la chasse au dahu comme j'appelle ça, c'est la même chose. Ces gens-là, c'est la même chose qu'un investisseur privé, en fait. Vous parlez à un investisseur, c'est la même chose que de chercher que de lever des fonds, à ceci près que vous allez détailler dans la partie technique un peu plus que pour une levée de fonds. Donc il ne faut pas perdre de vue pendant que vous recherchez ces aides-là, le reste de l'activité, en fait. Ça, je l'ai vu malheureusement, dans certains cas plutôt rares, mais alors en bonus, les bonnes pratiques, parce que quand je vous ai montré les aides tout à l'heure, il faut savoir que pour les subventions
et avances récupérables que tout le monde souhaite et appelle de ses vœux, c'est versé en plusieurs temps. Un premier versement à la contractualisation de l'aide et un deuxième à la clôture de l'aide. Donc attention, parce que, il faut bien suivre au fur et à mesure de vos développements les dépenses que vous engagez, parce qu'à la clôture de l'aide, le dernier reliquat, il est conditionné, au fait que vous ayez engagé les dépenses que vous aviez prévu d'engager. Si vous avez dépensé beaucoup moins que prévu, vous allez vous retrouver avec un dernier versement qui va se faire tronquer, puisque c'est un taux de financement et pas un montant qui est promis par BPIFrance. Donc voilà, faites attention à bien suivre et en plus, accessoirement, ça pourra vous être utile, pour justifier votre CIR et votre C2I au passage. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Clémence. J'imagine aussi que par contre, si nos dépenses dépassent ce qui était prévu au départ, l'aide va rester la même. Elle ne sera pas, Oui, alors c'est ouais, d'accord. malheureusement, oui, ça ne mar dans l'autre sens, ça ne marche Dommage, pas, c'est c'est dommage. effectivement l'aide restera la même, oui. Eh bien, nous avons une question, effectivement. Donc là, on a une situation d'une entreprise en cours de création. Est-ce qu'il y a de meilleures régions où se domicilier pour les financements? Donc par exemple, dirigeant français mais résidant à l'étranger, est-ce que c'est bloquant? Alors, il y a 2 questions dans la question. La première question, c'est, la meilleure région. Alors, en France, je dirais en dehors des grosses agglomérations. Paris, c'est on va pas clairement l'Île-de-France et Paris, il y a une concurrence qui est très, très rude. Il y a énormément de dossiers de demandés. Donc quand vous allez demander des bourses French Tech, par exemple, à Paris, la bourse French Tech n'existe pas. Elle est remplacée par le Paris Innovation Amorçage, qui est accessible dans les incubateurs labellisés, innovation par la Ville de Paris. Par contre, vous pouvez postuler à la bourse French Tech Émergence, donc sur un projet de rupture, quand vous êtes parisien. Globalement, je dirais, pourquoi pas se domicilier en dehors des grosses agglomérations où il y a beaucoup de monde, ça peut être une bonne idée. Et puis en plus avec le télétravail, maintenant, ça prend tout son sens. Dirigeant français mais résident à l'étranger, est-ce bloquant? Alors ça peut l'être, effectivement, ça peut être bloquant. Parce que fiscalement, normalement, il faut être rattaché, en France quand, pour le dirigeant, qui demande un financement auprès de BPIFrance. Donc si vous êtes considéré comme résident à l'étranger, vous êtes normalement fiscalement, étranger et donc comptablement aussi entre guillemets, «étranger» un peu aux yeux de BPIFrance. Donc oui, ça peut être bloquant. Parfait, Alors merci. oui, Ouais. Et ouais, il y a une autre question qui est, ouais, voilà. des sortes de modes. Ça y va là. Donc ouais, deuxième question, est-ce qu'il y a des sujets plus ou moins en vogue? Est-ce qu'il y a des sortes de modes du financement? Alors, en plus, c'est très, très vrai dans le numérique, peut-être moins dans d'autres domaines comme la chimie ou la biologie, enfin, quoique la biologie et la chimie en ce moment, si c'est orienté lutte contre le Covid, ça risque d'avoir du succès. Oui, il y a des thématiques avouées et assumées. L'intelligence artificielle, en ce moment, c'est le sujet, avec lequel vous pourriez, aller postuler à pas mal d'aides, je pense, différentes. C'est vraiment, et dans le numérique, on a vu, moi, j'ai vécu, le big data, puis le data analytics, la BI. Alors maintenant, je ne veux pas dire que ce serait plus financé, mais c'est moins la mode, c'est vrai. Ça, je suis assez d'accord. Et des sortes de modes de financement. Alors les modes de financement, si on parle des formes ou des taux de financement, non, ça, c'est toujours un peu les mêmes. J'ai l'impression que c'était Là, en ce plutôt, moment, ouais, ouais, s'il y a d'accord. oui, Vas-y, pardon, vas-y. Nicolas? Non, j'avais l'impression que c'était des modes, effectivement des grands courants un peu, de financement. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais, Voilà, non, j'imagine, non, mais mais, si, là, dans ce cas-là, non, mais c'est effectivement, il y en a un peu là en ce moment, c'est ce que je disais, ouais. c'est vraiment l'intelligence artificielle effectivement qui a du succès. OK, et oui, tu as cité tout à l'heure LinkedIn, comme source. Est-ce que tu as d'autres, sites de référence pour peut-être une veille un peu plus poussée? Oui, et je les ai mis en lien, c'est ce que je disais, je Pour crois ceux que je qui les ai mis font sur la de deuxième slide, vous les aurez en lien, pour faire un peu plus. Il y a le site de l'ADEME parce qu'eux, ils ont même construit une page dédiée aux recherches avec les mots-clés, la taille de l'entreprise et tout. Il est bien fait. Il y a celui du plan France Relance aussi que j'ai mis en lien. Il y a BPIFrance qui a aussi, un site de recherche. Voilà, j'en ai mis plusieurs. J'ai pas évidemment pas tout mis. Et après il y a un site qui s'appelle Appel à projet. J'ai pas encore eu l'occasion de trop l'utiliser celui-là, parce que les modalités de recherche sont pas forcément très faciles à manipuler, je trouve. Enfin, en tout cas, elles sont pas adaptées quand je me pose la question pour mes clients.
Et enfin, il y a aide.fr qui est pas mal du tout, où là, vous avez un catalogue d'aides. Par contre, il faut faire attention parce que tous ces catalogues d'aides, là, ça va être des catalogues d'aides. Ça va être très dur de se dire, OK, moi, est-ce que je rentre dedans ou pas? C'est pour ça qu'il faudra toujours aller voir la page qui décrit mieux l'aide. Appelez, il y a toujours un référent pour l'aide. Appelez-le, présentez-lui rapidement, comme je vous disais, préparez et ayez en tête en une slide à peu près la présentation du projet de l'entreprise pour voir si oui ou non vous êtes dedans. Ça vous évitera de perdre du temps à monter un dossier pour qu'à la fin on vous dise «Eh mais vous avez rien à voir avec l'appel à projet en fait». Donc voilà. Ouais, j'en profite aussi, parce que la question a été posée plutôt dans le chat général, mais effectivement, la présentation, vous sera envoyée par l'équipe de Tech Rocks, après le meet-up. Voilà, donc il y aura les liens dedans et tout Oui, ça. tout à fait. Et on a une autre question du coup, dans le cas où une entreprise mère et une filiale travaillent sur des scopes différents d'un même projet, les demandes telles peuvent-elles être cumulées? Alors, je crois même qu'il y a des aides qui sont on peut peut-être faire valoir soit du collaboratif, mais je suis pas convaincue de ce que je dis là, donc joker. Je l'ai pas encore eu ce cas de figure, mais je pense que si c'est bien présenté, en gros, tant que l'histoire, elle se raconte bien, j'ai envie de dire qu'elle tombe bien, je pense que oui, effectivement. Je pense qu'on pourrait présenter, j'ai même eu le cas où en fait, on a présenté un même dossier ah si, ça m'est arrivé une fois, pardon. On a présenté le même dossier en décrivant laquelle faisait quoi et chacune a eu effectivement un financement. C'était le même contrat d'aide, il y a eu un seul contrat d'aide, un seul versement avec engagement, c'était la holding qui récupérait l'argent, de reverser, la partie qui était dévolue à la filiale qui travaillait sur un autre bout du projet. Donc j'ai eu le cas une fois entre holding et filiale. OK et merci. On a une autre question aussi, qui donne le contexte d'une très jeune entreprise, mais qui a déjà un projet avancé. Est-ce que la demande d'aide peut arriver juste après la création de l'entreprise ou doit-on attendre d'être plus mature? En d'autres termes, à quel moment, lequel minimum, le temps le plus court pour lequel on peut faire une demande? On peut même le faire avant la création, avant les dépôts des statuts au RCS. Bon, c'est pas le plus facile, hein, clairement, mais il y a le concours iLab et les bourses French Tech notamment, et je crois qu'il y a le PIA aussi qui est accessible. Juste après la création. Par contre, pour le coup, alors, mis à part le concours iLab, mais là, on est sur des gros projets, donc c'est pas forcément facile. Et comme je le disais, le concours iLab est souvent réservé aux entreprises qui sont issues de la recherche publique. Pas exclusivement, mais souvent. Euh, il faut avoir, pour ces aides réservées aux entreprises très, 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 très jeunes, par contre, pour le coup, il faut vraiment avoir moins d'un an pour y candidater. Donc, date de RCS faisant foi. Donc, oui, vous pouvez. Et bourse French Tech ou Paris Innovation à Marseille, je dirais en priorité. Très bien. Une autre question de Pierre, est-ce que les aides ont pour vocation de créer de la valeur en France? Est-ce que ça veut dire que ces aides ne peuvent pas participer à une expansion d'un service français à l'étranger? Au contraire, mais au contraire! Bien sûr qu'il faut recruter en France et cetera, mais alors si à la fin vous arrivez avec un projet, avec une extension à l'international, ah mais là mais disons voilà, ce que je veux dire par là, en plus potentiellement vous pourriez aller chercher des aides, à l'export de chez BPI France, qui remplacent, alors ça commence à faire un moment maintenant, les aides de la COFAS pour ceux qui en ont entendu parler, donc qui est potentiellement, peut-être que sur la partie purement innovation, vous allez voir BPI pour la partie innovation et re-BPI pour le pur développement à l'export. Mais non, non, vous pouvez tout à fait avoir une expansion de services français à l'étranger. Au contraire, c'est clairement ce qu'on indirectement sur les très gros appels à projets, ce qui est recherché. Très clair. Eh ben, une nouvelle question, ça arrive au fil de l'eau, parfait. Est-ce qu'il est intéressant de recréer une société pour avoir accès à des aides et rebooster un projet? Alors ça, BPI, n'aime pas trop. On le voit, hein, généralement quand il y a de recré parce qu'il y a pas vraiment, en fait, à part dire: «Je veux bénéficier d'aide pour ma nouvelle structure», peut-être être JUI, peut-être, avoir droit à la bourse French Tech qui est une subvention au lieu des aides, type prêt et cetera. En fait, si ça ne s'inscrit pas dans une vraie structure de développement, une stratégie de développement, pardon, à long terme qui explicite complètement que peut-être il y a une activité de l'entreprise qui soit complètement, sortie pour pouvoir permettre notamment, des investissements dans cette nouvelle structure. Si c'est juste pour avoir accès à des nouvelles aides, non, ça passera pas. Il faut vraiment que la stratégie de développement autour, elle soit bien construite pour pouvoir,
pour pouvoir partir là-dessus. Alors je parle des aides de BPI France. Les aides fiscales, c'est autre chose. Eux, ils ne se posent pas la question. Et bah, du coup, ça va peut-être un petit peu dans cette même direction en tout cas, mais est-ce qu'il est intéressant de mettre en avant l'intérêt à l'échelle européenne d'un projet? Oui, tout à fait. C'est notamment le cas pour les France Relance. Ils cherchent des champions un peu européens. C'est un peu ils ont créé un peu le France Relance, bon, à la fois à la sortie du covid, mais aussi comme une espèce de rampe de lancement un peu avant les aides européennes. Donc, clairement sur les plus gros appels à projets, mais même plus petits en fait, hein, dire qu'il y a mettre en avant un développement à l'échelle européenne, oui, oui, ça complètement, ça a un intérêt. Très bien, et bien écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions, qui ont été posées. N'oubliez pas qu'il y a l'espace de networking, aussi, juste derrière en fait, auquel vous pouvez, participer aussi pour, bah, peut-être, rééchanger avec Clémence ou peut-être même échanger entre vous. Vous avez peut-être aussi des retours d'expérience à vous partager. Merci en tout cas, beaucoup Clémence pour toutes ces informations. Ça a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions, donc très, très vivant et puis, bah, écoutez, on se retrouve peut-être juste après sur les salles de discussion. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Nicolas.